Elisabeth Lévy, c'est vous qui avez déclenché le scandale. Est-ce qu'il est à la hauteur de vos espérances? Oh non, on n'espérait pas du tout ce scandale. Mes camarades d'ailleurs étaient assez sceptiques sur l'intérêt du sujet et je dois dire que j'ai été absolument sidérée. Mais sidérée par le déferlement de haine, le tombereau de boue qui s'est abattu via Internet, à la fois sur nous, sur les signataires. Enfin écoutez, vous avez entendu dans le florilège, abject. Qu'est-ce qu'il y a eu? Pathétique, immoral, et bien entendu... je tiens le texte à disposition de qui veut le lire. Bien entendu, les hommes qui l'ont signé, forcément, sont des salauds qui violentent les femmes. Forcément, sont des gens qui se fichent du consentement. Le mot consentement est évidemment écrit en toutes lettres dans ce texte. Donc, avant même de lire le texte, si vous voulez, on s'est pris un déferlement international, d'ailleurs. J'ai déjà traité des sujets sensibles. J'ai déjà venu ici pour en parler. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu... si vous voulez, cette haine satisfaite, contente d'elle. Et il y a un site ça s'appelle les 343 connards. Alors, comme le texte a circulé, en fait, sans que nous-mêmes l'ayons diffusé, c'était une semaine avant la sortie du journal, il y avait les 20 premiers noms qu'on avait mis comme on fait, donc ce sont eux, comme on fait quand on veut recueillir des signatures. Et donc, il y a un site, si vous voulez, qui a trouvé très malin. Il y a quelqu'un qui a pris le temps de le faire, ça prend du temps, où on a mis les photos de ces 20 ou 15 personnes, je ne sais plus, avec des liens qui permettent de les insulter en direct. Basile Decocq et d'autres ont reçu des centaines de messages de haine. Alors, moi, je suis quand même un peu perplexe, parce que si on ajoute à ça, si vous voulez, le fait qu'un certain nombre de signataires ont effectivement été effrayés, et pas seulement effrayés, par l'opprobre, qui est déjà désagréable, enfin moi je m'en fiche un peu, mais je comprends que ça puisse affecter des gens, ils ont été effrayés par les conséquences possibles. C'est-à-dire que vous émettez une opinion qui peut choquer, qui peut scandaliser, qui peut énerver. Personne ne vous répond sur le fond, en fait. Tout le monde dit n'importe quoi à propos de ce manifeste, y compris dans ce que vous avez montré. Il n'est pas question, nous disons explicitement que nous sommes contre la violence, contre les réseaux, contre l'exploitation, d'ailleurs, toute chose déjà réprimée par le code pénal, et que les signataires recourent ou non à l'amour tarifé, il ne se passe jamais du consentement de leur partenaire. C'est explicitement écrit. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Exactement le contraire. Ce qui me frappe, c'est, la haine. La haine, c'est-à-dire quelqu'un qui ne pense pas comme vous, est forcément un salaud. Nicolas Bedos a quand même employé un argument très inquiétant, et là, j'aimerais que... Nicolas Bedos, qui avait signé le texte, et qui, honnêtement, quand je l'ai appelé, il a éclaté de rire, y compris sur le titre, je suis navrée de le dire. Donc après, je ne sais pas quelle pression il a subi, et il y a certains milieux où c'est apparemment difficile, mais... J'aimerais que des gens qui ne sont pas d'accord avec nous se mobilisent au moins sur cette argumentation qu'a écrit Nicolas Bedos et que je lui avais caché, qu'il était absolument d'accord avec tout ce qu'il avait écrit dans le texte. Les idées ne le gênent pas. Mais je lui avais caché la liste nauséabonde. C'est-à-dire que si moi je disais que... Parce qu'il y a, où est notre camarade d'Oser le féminisme? Pardon. Voilà, parce qu'il y a Anne-Cécile Maillefer qui a signé un texte, ou Najat Vallaud-Belkacem. Si je disais que ce texte pue, eh bien, on hurlerait au fascisme. Alors, visiblement, quand on n'est pas de gauche, parce que oui, je ne suis pas de gauche, et c'est d'ailleurs la seule appartenance que je revendique, c'est ça, c'est pas de gauche, disons. Quand on n'est pas de gauche, il semblerait qu'il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Quand on est de gauche, en revanche, on a le droit de haïr, de vomir, d'insulter, de dénigrer, de calomnier, avec une espèce de bonne conscience qui est terrible. Et je sens, et j'en arrête là, d'accord, je sens juste une chose. C'est ce qui m'inquiète beaucoup, notamment dans le féminisme d'aujourd'hui. On peut discuter, je suis d'accord pour discuter, c'est un sujet compliqué et je comprends très bien que ça puisse choquer ou troubler. Beaucoup de mes amis ont refusé de signer. Alain Finkielkraut a refusé de signer parce que ce sujet le trouble. Mais, comment dire, on ne peut pas... Pardon, excusez-moi. Bon. Excusez-moi. Quelque chose est arrivé à faire taire. Si j'avais fait ça, je serais emmerdé aussi. Finissez votre phrase et je donnerai la parole. Je veux dire, cette incapacité, si vous voulez, à avoir un débat, cette incapacité à admettre que d'autres ne pensent pas comme vous, devrait mobiliser aujourd'hui tout le monde, de droite, de gauche, tout le monde. Nous sommes soi-disant au pays de Voltaire. Tous ces gens qui ne sont pas d'accord avec nos idées se battent, trépignent, calomnient pour qu'on
ne puisse pas les exprimer. Et la pulsion de punition, la libido, de la jouissance de punition, de dénonciation, je ne parle pas d'Anne Zelensky, qui a argumenté. Anne Zelensky, c'est vrai. Est-ce que je peux Voilà. Anne Zelensky a argumenté. Alors Anne Zelensky argumenté, après je donnerai la parole. Anne Zelensky, vous avez raison, Je suis entièrement d'accord avec vous, Elisabeth Lévy. Je déteste le climat qui règne dans ce pays depuis quelques années, où on ne débat plus, on s'insulte. Bon, moi, je n'ai pas cette position, vous le savez très bien, puisque j'ai ouvert le feu en essayant d'argumenter. D'ailleurs, entre parenthèses, je remarque ici qu'il y a le camp du bien et le camp du mal. D'ailleurs, Léonora... Moi, je dis d'emblée... Et c'est peut-être l'inverse, vous savez, on ne sait jamais. Moi, je croyais que Gachet serait dans le camp du mal avec nous, c'est pas le cas, apparemment. Elisabeth Lévy, s'il vous plaît, laissez parler les autres. Donc, moi, j'ai horreur des camps, hein, ça me rappelle de mauvais souvenirs. Alors, s'il vous plaît, que les gens qui regardent ne me mettent pas forcément dans le camp du bien. Non, Effectivement, j'y suis parfois, mais je peux être aussi dans l'autre camp. Et en l'occurrence, je suis dans le même camp quand il s'agit de vomir comme on l'a fait là-dessus. J'ai argumenté, je vais dire rapidement, moi, ce qui m'a interpellé dans le manifeste, c'est pas le côté moral ou quoi, c'est le fait que il y avait un dévoiement du mot liberté. Pour moi, ce qui était ennuyeux dans l'affaire, c'est qu'on prostituait la liberté, le concept de liberté, peu importe comment. Attends, juste pour qu'on comprenne bien, c'est qu'au nom de la liberté, que les 343 salauds, entre guillemets... On disait, nous ne défendons pas la prostitution, nous défendons la liberté. Et on dit toujours... Alors moi ça fait des années que ça me fait braire, ça, vous voyez. La liberté est mise à toutes les sauces. Et y compris, elle sert ce qui la contrarie profondément. Parce qu'effectivement, nous bataillons en 71 pour ce que je peux quand même considérer comme une plus grande liberté, celle de lever l'interdit sur notre ventre, c'est-à-dire nous réclamions le droit de disposer de ce fameux ventre et de faire les gosses que nous voulions quand nous voulions. Bon, il me semble que ça va dans le sens d'une libération de l'humanité en général, pas seulement des femmes, car je rappelle que s'il y a un grand événement au XXe siècle qui va faire un tournant pour notre espèce, c'est bien celui-là. Que les femmes, la moitié de l'humanité, disposent enfin de leurs entrailles. Bon. Alors à partir de là, ça m'a chiffonné parce que ça fait des années que je réfléchis là-dessus. Et j'ai dit, c'est pas possible. On ne peut pas mettre tout dans le même sac. Et donc, il y a liberté et liberté. Je ne tolère plus qu'au nom de la liberté, on dise n'importe quoi, la liberté de se voiler, la liberté de se prostituer, etc. Donc, première interpellation. Deuxième interpellation. J'aimerais bien qu'à l'occasion de ce manifeste, au lieu de s'empailler, on en profite pour discuter de quel symbole, ce que témoigne la prostitution sur la relation homme-femme et du malaise qu'il y a dans cette relation. Comment se fait-il qu'avec la belle libération, entre guillemets, que nous avons contribué à faire avancer, comment se fait-il que les hommes recourent toujours à la prostitution? C'est ça qui me fait problème. Normalement, nous sommes des êtres libres, entre guillemets. Eh bien, les hommes continuent à aller voir des putes. Moi, je n'ai aucun interdit moral. Hein. Je ne stigmatise pas les mecs qui vont chez les putes. Je dis simplement, il y a quelque chose qui ne va pas, hein, qui continue à ne pas aller dans le royaume homme-femme. C'est-à-dire que nous avons dit, nous voulons libérer notre corps. Ils disent, ah bon, tu veux libérer ton corps? Ben moi, je préfère aller chez les putes. Ta liberté, j'en ai rien à foutre. Voilà, c'est ça qui pose problème. C'est ce qui se passe toujours entre les hommes et les femmes, sans aucun jugement moral. On m'aura bien compris, j'espère. On va poser tout de suite la question à Pierre-Henri Tavoyot, puisque vous faites partie des 343 salauds qui ont signé ce manifeste. Je pense que votre analyse est vraiment intéressante parce qu'on est là, effectivement, dans la nuance. Moi, je pense qu'il faut reconnaître la force dans les positions adverses. Ce qu'il y a de fort dans la position abolitionniste, c'est de considérer, effectivement, que la femme, dans la relation de prostitution, peut paraître comme doublement victime. Elle est victime du client, c'est l'argument qui est avancé, et elle est victime du proxénète. C'est les deux arguments. C'est-à-dire, victime du client, ça veut dire la femme est contrainte de marchandiser son corps. Et donc, elle perd son statut de femme, même d'être humain. Et elle est par ailleurs, parce qu'on ne peut pas considérer que ce consentement soit libre, elle est vouée à ça parce qu'elle est contrainte par le proxénète. Donc, d'une certaine façon, elle est doublement victime. Alors, le problème que ça pose, cette argumentation, c'est que, et voilà les objections qu'on peut y faire. Il y a une première objection qui est une objection qui consiste à dire, mais cette position est un peu paternaliste de se dire, après tout, est-ce qu'une femme n'est pas en vérité consentante dans cette perspective? Est-ce que des relations humaines tarifées,
entre un homme consentant et une femme consentante à cette tarification ne sont pas envisageables. Est-ce que c'est pas envisageable? Une femme qui n'est pas l'esclave d'un proxénète. Une femme qui n'est pas l'esclave d'un proxénète. Est-ce que ça... Attendez, j'essaie de terminer. Donc ça, c'est une réaction, disons, paternaliste. Vous voulez me dire que ça va considérer qu'une infime minorité. Voilà. D'où le deuxième argument. L'argument qui est l'argument que l'abolitionnisme est utilitariste. C'est quoi l'utilitarisme? C'est l'idée qu'on va sacrifier une minorité, la liberté d'une minorité, pour la liberté, pour défendre la liberté d'une majorité. C'est l'exemple que prend le philosophe Nozick en disant, voilà, vous êtes dans une ville, il y a un crime qui est commis, il y a une partie de la population qui va dire, on va massacrer les autres si on ne trouve pas le coupable. Eh bien, il y a un juge utilitariste qui dit, c'est très simple, on va prendre un coupable au hasard et on va le punir. Ce coupable est innocent, mais il faut le punir pour sauver l'ensemble, pour éviter le bain de sang. Eh bien, la position abolitionniste, c'est une position qui est utilitariste. Donc, c'est un paternalisme, et par ailleurs, c'est un utilitarisme. Troisième et dernier argument, c'est un argument de l'ordre de l'efficacité. Je veux dire par là, vous dites, comment se fait-il qu'il y ait encore de la prostitution? Moi, mon argument, c'est de dire, comment peut-on espérer aujourd'hui abolir la prostitution alors que des régimes totalitaires, des églises ultra-archaïques, fondamentalistes, n'y sont pas parvenus. La Florence de Savonarole, le régime totalitaire maoïste, le régime totalitaire soviétique. Et nous, avec notre petite démocratie libérale, nous allons abolir la prostitution. Du point de vue de l'efficacité, les exemples suédois, les exemples d'abolition montrent que, hélas, dans cette perspective, ça ne marche pas, ça se déplace, au contraire, à certains égards, ça s'aggrave. Donc ces trois arguments, vous voyez, je reconnais la force de la position abolitionniste en ce sens, mais trois arguments, c'est paternaliste, l'abolition, c'est utilitariste, et par ailleurs, c'est pas efficace. Anne-Cécile Maillefert. Oui, non, mais c'est bien de faire référence à des philosophes, etc. Mais faut regarder juste la réalité de la prostitution quand même sur le terrain. Moi, pour avoir milité dans une association de terrain pendant 5 ans, avoir été sur le trottoir, voir les personnes elles-mêmes discuter avec elles, etc. Je peux vous dire que la prostitution, c'est une violence. À la fois autour de la prostitution, c'est une violence, puisqu'il y a évidemment la violence des passants, la violence de la justice aujourd'hui, puisqu'elles tombent sous le coup du délit de racolage passif et actif, violence des passants, violence des clients également. Il faut savoir quand même aujourd'hui en France, l'espérance de vie pour une personne prostituée, c'est 42 ans, que 90% d'entre elles sont victimes de proxénètes, que 80% d'entre elles sont victimes de réseaux de traite. Et il faut savoir ce que c'est les réseaux de traite. Hein. C'est viol, torture, etc., etc. S'il y a 80% de personnes prostituées qui sont victimes des réseaux de traite, ça veut dire qu'il y a 80% des clients qui ont recours à des personnes prostituées qui sont victimes de la traite. Donc ça, c'est violence autour. Et puis la violence intrinsèque, et c'est ça le raisonnement abolitionniste, la violence intrinsèque du rapport prostitutionnel, c'est le fait que ce sont deux personnes qui n'ont pas le même désir. Parce qu'effectivement, on vit aujourd'hui quand même dans une société où si moi je désire quelqu'un ou plusieurs personnes, et si ces personnes me désirent, etc. Ça arrive dans les couples, hein, les personnes qui n'ont pas le même désir. C'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça qu'on a fait le viol conjugal. Enfin, c'est pour ça qu'on a institué le délit de viol conjugal. Bref, je vais raconter une histoire. En tout cas, après. je vais finir. En tout cas, la violence intrinsèque du rapport prostitutionnel, c'est celui-là. C'est une femme qui ne désire pas, mais parce que soit elle a besoin économiquement, donc elle a un peu forcé quand même, soit elle est carrément forcée par des réseaux des proxénètes, eh bien elle subit des actes sexuels qu'elle ne désire pas. Et à un moment donné, justement pour aller au-delà de la révolution sexuelle, la libération sexuelle qui a eu lieu dans les années 70 et qui en fait a plutôt bénéficié en majorité aux hommes mais pas tellement aux femmes, nous ce qu'on souhaite c'est aller plus loin, oser le féminisme. Et c'est de dire, il faut reconnaître que les femmes ont des désirs sexuels qui sont puissants, qui sont tout aussi importants que ceux des hommes et qui doivent être considérés à égalité. Pourquoi la libération sexuelle a profité davantage aux hommes qu'aux femmes? Je vais vous expliquer dans un instant. Donc voilà, et très très simplement, par exemple, ça ne fait que 10 ans qu'on sait à quoi ressemble un clitoris. Incroyable, voilà. Le clitoris. Il y a peut-être des gens qui le savaient avant quand même. Non, les IRM de clitoris, ça fait 10 ans qu'on sait à quoi ça ressemble et qu'on a diffusé ces idées-là. Le fait que le clitoris fait par exemple 12 cm, etc. Bref, on ne va pas faire l'anatomie du clitoris. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que la libération sexuelle des femmes passe par l'abolition de la prostitution, parce qu'elle passe par la reconnaissance que le désir des femmes est tout aussi important et il ne se marchande pas. On ne l'outrepasse pas ni par la force ni par l'argent. Et l'abolitionnisme, c'est ça, c'est de dire
l'impératif de dire le désir des femmes doit être respecté et que ni par la force ni par l'argent on ne l'outrepasse, et c'est ça l'interdiction d'achat d'un acte sexuel, tout simplement. Et est-ce qu'on va punir aussi les gens qui font l'amour parfois en pensant à autre chose ou sans s'aimer ou... Non, mais... Non, ça c'est malhonnête. Vous venez d'édicter, non mais pardonnez-moi juste, vous venez d'édicter un nombre de normes péremptoires Mais sur la ce norme, qu'est le désir. la norme est simple de dire ce juste qu'est le que désir. toutes les femmes doivent avoir le droit d'avoir des relations sexuelles parce qu'elles le désirent, qu'elles doivent pouvoir jouir, qu'elles doivent pouvoir, etc. Et c'est où la Et que c'est distribution pas juste la parce que, réalité, parce que alors c'est là, pas c'est où juste le parce qu'il y en a qui distributeur ont, c'est pas juste parce que certaines n'ont pas la misère économique, disons, ne doit pas se coupler d'une exploitation sexuelle. Et je crois que c'est normal dans une société progressiste de se dire que, eh bien non, c'est pas parce que des femmes sont dans la misère économique ou d'autres formes de Le misère droit qu'on opposable doit au laisser. désir. Ah oui. Mais On c'est doit très, laisser- très, très compliqué. Non, mais- de Non, droit c'est opposable. Et il y aura un ministère du désir aussi. Oui, c'est ça. Il faut des juridictions. Bah, qui soient écoutez, capables c'est- de Il faire faut arrêter avec cette hypocrisie parce qu'on peut argumenter comme ça, mais il faut regarder les choses en face. Moi, je suis un matérialiste, j'aime bien regarder les choses en face. En tant qu'homme, il faut qu'on admette une chose. On vit toujours dans une société qui est organisée selon les lois de ce qu'on appelle le patriarcat, la domination masculine. On peut le démontrer de mille et une manières, que ce soit dans la sphère privée, publique, professionnelle, politique, à tout niveau. Nous, les hommes, parce que nous sommes des hommes, et on n'a aucun mérite en cela, on a des privilèges, on a du pouvoir, plus de richesse, plus de tout par rapport aux femmes dans notre société, y compris dans les pays comme la France. Et c'est ce rapport qui est parfaitement injuste d'organisation de la société, c'est ce rapport-là qui fonde évidemment le rapport de la prostitution. La preuve, c'est que dans la prostitution, l'immense majorité des personnes prostituées, ce sont les femmes, et à un fifrelin près, l'exclusivité des personnes à qui s'adresse, à qui s'offre la prostitution, ce sont des hommes. C'est pas un hasard. À côté de ça, il faut quand même regarder une chose. Dans les milieux bourgeois, une jeune femme qui vient d'avoir le bac, elle ne se dit pas, tiens, est-ce que je vais étudier la médecine, est-ce que je vais étudier le droit, ou est-ce que je vais me prostituer sur le trottoir en bas de ma rue? Non. C'est la misère qui pousse, et les réseaux sociaux, mais aussi la misère, et les réseaux, pardon, mafieux, et la misère qui poussent les femmes vers la prostitution. Qu'elles viennent d'Afrique, qu'elles viennent d'Europe de l'Est, qu'elles soient nées ici, qu'elles soient amenées par des réseaux ou qu'elles soient venues volontairement, c'est la misère, évidemment. Et c'est profondément injuste. Et donc, au nom de quoi, nous, les hommes, parce que nous formons un groupe qui a plus de pouvoir dans cette société, nous pourrions instrumentaliser cette misère et ces injustices profondes pour notre petit plaisir sexuel. C'est au nom de ça que nous, les hommes, alors, moi je demande, et avec tous les signataires de notre manifeste, on est plusieurs milliers, zéro macho, nous demandons que nous soit appliqué à nous, parce que nous sommes conscients de ce rapport injuste, une norme, comme il en existe d'autres dans la sexualité. On ne peut pas avoir de rapport sexuel avec un enfant, ça s'appelle la pédocriminalité. On ne peut pas avoir de rapport sexuel contre la volonté de quelqu'un, ça s'appelle un viol. Eh bien, on ne peut pas avoir de rapport sexuel contre de l'argent, parce qu'on sait très bien qu'évidemment, la personne en face, elle n'est pas libre d'être là. Elle est réduite, elle est résignée à être prostituée parce qu'elle n'a pas le choix. Parce que quand on a le choix, évidemment, on ne se retrouve pas là. Et nous, les hommes de Zéro Macho, nous demandons que cette norme, cette loi, s'applique à nous. Notamment parce que moi j'ai un petit garçon de 4 ans et demi, j'ai envie de pouvoir lui dire, eh bien toi sexuellement tu feras ce que tu veux, avec un homme, avec une femme, 2 ans, tout ce que tu veux. Il sera libre, mais pourquoi? Il sera libre, mais tu ne pourras normatif. pas te regarder dans la glace. Si tu loues le corps d'une femme, parce que le corps d'une femme, on vit au 21e siècle, ça ne s'achète plus, ça ne se vend plus, ça ne se loue plus. Ovidie. Je réagis quand même par rapport à cette histoire d'enfants. Et les prostituées ne sont pas des enfants. Elles sont capables de parler Je dis pour ça. elles-mêmes. Non, vous faisiez la comparaison comme avec des enfants. On n'abuse pas du corps d'un enfant et on ne viole pas. Là, il n'est pas question ni de viol, ni d'abuser d'un enfant. des normes Faire sociales dans la une passe, sexualité. c'est pas un viol. Les prostituées d'ailleurs qui sont violées dans le cadre de leur métier, elles font parfaitement la différence Absolument. entre une passe et un viol qui est absolument Oui. abominable, y compris pour les prostituées. Absolument. Une femme prostituée, c'est une femme comme une autre et ça peut subir un viol, malheureusement. Parce que justement, les conditions dans lesquelles elle travaille sont en général absolument déplorables. Mais ce que je regrette, finalement, c'est que ici, et dans le débat médiatique en général, il n'y a pas de pute. Aucun de nous ici n'est réellement légitime dommage qu'on pour n'ait pas parler, Exactement. On en n'entend jamais les leur nom. survivantes, notamment. Je regrette qu'elle n'ait pas une parmi nous. Moi, je connais beaucoup les survivantes. Quand on les entend, ce que je peux dire, c'est qu'elles sont quasiment toutes abolitionnistes. Et ce qu'elles racontent, c'est l'enfer qu'elles racontent, l'horreur. 10 ans après, elles sont encore en enfer pour certaines d'entre d'accord, elles. mais- Au bord du suicide, parfois 10 ans Mais encore après. la violence, parfois, c'est pas seulement la passe, c'est la stigmatisation. La violence pour une prostituée, c'est faire un métier où on est absolument stigmatisé, où on paye des impôts mais on n'a aucun droit, Mais vous où savez très bien que l'État celles est qui, 10 ans après, proxénète, se la prend font l'argent Laissez-la et... terminer. Non mais
Non, mais lui, Vous savez très bien que celles qui se lavent encore 3 fois par jour avec du savon en disant je sens encore l'odeur des clients 5 ans après, c'est pas de la stigmatisation dont elles sont victimes. C'est de la violence sexuelle qu'elles ont vécue à longueur de journée. Vous le savez très bien quand même. Elles le disent, elles l'écrivent. Excusez-moi, je suis pas très foire d'empoigne et couper la parole, donc je vais avoir du mal à parler, mais moi je connais aussi pas mal de prostituées autour de moi. Et en tant qu'ancienne travailleuse du sexe, même si je n'ai pas eu exactement le même statut, c'est-à-dire moi j'avais un statut juridique. J'avais des fiches de paie, je cotise depuis l'âge de 18 ans. J'ai été actrice de l'âge de 18 ans à 22 ans, donc jusqu'à fin des années 90, on va dire. J'avais un statut juridique. Mais malgré ça, je le sens encore aujourd'hui, même plus de 10 ans après, je subis une stigmatisation. Et pour les prostituées, c'est encore pire, parce qu'elles n'ont même pas cet encadrement légal qui leur permet de lutter contre cette stigmatisation. Moi, encore 10 ans après, il ne se passe pas une journée sans que je lis sur Twitter ou autre que je suis qu'une salope et que je ferais mieux de retourner écarter les jambes. Ah, Ovidia a sorti un livre, oui, bah, qu'elle retourne écarter les jambes. Ah, elle fait un doc pour infrarouge, bah, qu'elle retourne. Donc il y a une stigmatisation qui est réelle. Mais pour les prostituées, ce qui est difficile, à cause de cette absence d'encadrement juridique, c'est qu'elles ne peuvent pas louer un appartement, par exemple, parce que un propriétaire d'appartement risque d'être taxé de proxénétisme et peut être condamné. Elles ne peuvent pas être avec un homme qui gagne plus d'argent qu'elle, qui gagne moins d'argent qu'elle, parce que sinon il peut aussi être accusé d'être proxo. Elles ne cotisent pas pour la retraite. Donc celles qui sont putes depuis longtemps, qu'est-ce qu'elles font? Elles tapinent jusqu'à 70 ans. Elles ne peuvent rien faire d'autre. Et quand on a, admettons, 10 ans, 20 ans de tapin derrière soi, qu'on arrive chez Pôle emploi, de toute façon du boulot il n'y en a plus en ce moment, donc comme ça c'est clair. Mais quand on arrive chez Pôle emploi avec ça, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qu'on leur propose à ces prostituées? Moi je trouve que l'argent qu'on va dépenser pour toutes ces mesures répressives, on ferait mieux de le mettre pour les aider, pour les protéger et pas pour aller traquer le client. Aussi, vous savez qu'il y a un budget qui va être alloué pour permettre à des personnes prostituées de sortir de la prostitution. Voilà, pour sortir. On les envoie en camp de rééducation, on les envoie en camp de réinsertion comme en Suède. Elles ne demandent que ça quand vous écoutez les personnes prostituées. Elles ne demandent pas de rééducation. Laissez-moi juste dire un truc par rapport à la Suède. Parce que j'ai quand même des exemples en Suède. C'est que on dit qu'en Suède, on ne pénalise pas les femmes, on pénalise que les clients. Mais elles sont pénalisées d'une autre manière. C'est-à-dire, effectivement, les clients, ils vont payer leur amende. Mais les femmes, elles, de leur côté, on va les envoyer en réinsertion sociale. Et si elles récidivent, c'est-à-dire si elles continuent à se prostituer, on va passer à autre chose, c'est-à-dire on va leur retirer leur gamin, par exemple. Excusez-moi, mais je crois qu'il vaut mieux payer une amende ou se retrouver au poste plutôt que se faire retirer ses gamins. Et il y a des exemples comme ça. Je vais vous raconter l'histoire de Yasmine Petite, que vous avez peut-être entendu parler, qui est morte là cette année. Yasmine Petite qui était militante, travailleuse du sexe en Suède. Yasmine Petite qui était mère de 2 enfants, qui était avec un pervers narcissique, qui était violent, qui a voulu s'en séparer, qui allait voir les services sociaux en disant cet homme est dangereux. On lui a dit ah mais non, c'est vous qui allez pas bien dans votre tête, c'est vous la pute. Donc on va vous retirer vos gamins. On a donné les gamins à cet homme-là, et cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben il a fini par aller la zigouiller, Yasmine Petite. Ça malheureusement, ça arrive tous les jours dans les tribunaux en France, et pas que pour les personnes prostituées. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le fait qu'elle soit prostituée fait qu'on ne l'a pas écoutée. Le fait qu'elle soit prostituée fait qu'on lui a retiré ses gamins. On lui a retiré le droit d'affirmer qu'elle était libre de se prostituer, parce qu'elle a revendiqué la liberté de se prostituer, de disposer de son corps comme on l'entend. Il ne s'agit pas de ça dans la loi, il s'agit des hommes dans la loi. Oui, mais on sait très bien qu'ils si on pénalise les clients, on interdit la prostitution. Il ne s'agit pas de faire semblant. Enfin, de toute façon, Elisabeth Lévy. Je voudrais quand même répondre un peu sur le fond, juste dire une chose qui me frappe quand même, c'est que je trouve ça très étonnant de sanctionner une chose qui n'est pas interdite par la loi. Mais elle le sera. Non, mais pour l'instant, il n'est pas question de ça. Il est question de sanctionner sans interdire. Mais non, ce sera interdit. Bon, l'achat d'une relation sexuelle sera interdite. Attendez, moi, pour c'est l'instant, il y a un non. débat. Excusez-moi. Quand la loi sera maintenant, votée, ce sera interdit. D'accord. Voilà. Écoutez, monsieur, vous avez certainement des idées très arrêtées sur ce que doit être la sexualité, et c'est ça qui me trouble, en fait. C'est que moi, oui. Le respect de écoutez, l'autre. le respect de l'autre ne vous étouffe pas en ce qui concerne les gens En pas ce qui d'accord concerne, avec c'est vous, sûr. apparemment, mais je vais quand même essayer d'aller jusqu'au bout. Ce qui me frappe, si vous voulez, j'ai entendu Madame Vallaud-Belkacem expliquer que nous, ce dont on parle, je ne crois pas que ce soit 1%, ce sont des femmes qui disent, on les a entendues dans les médias, même si elles ne sont pas là ce soir, qui disent, nous avons décidé librement de nous prostituer. Madame Vallaud-Belkacem dit, ça n'est pas une vraie liberté, donc on va libérer. Donc la ministre va nous dire
quand on est libre et quand on n'est pas libre. Moi, je crois que dans les relations sexuelles ou amoureuses, on est rarement libre. C'est un domaine du tourment, c'est le domaine de l'ombre, c'est le domaine des choses. Excusez-moi, je ne vous ai pas interrompu, monsieur. Alors, si vous allez faire un effort de galanterie, si vous connaissez ce mot, et me laisser parler, et me laisser terminer mon raisonnement. Non, mais vous m'effrayez, parce que vous dessinez un monde, si vous voulez. Alors, la sexualité devrait être, on dirait que vous n'avez jamais lu un roman du 19e siècle, du 20e d'ailleurs, on dirait que vous ne savez pas qu'on ne peut pas normer ça. Et que la sexualité, c'est le domaine du ratage aussi. C'est le domaine de quelque chose d'un peu trouble. Tout ne peut pas être sur la table. Tout ne peut pas être transparent, démocratique et égalitaire. Et je suis quand même frappée que maintenant, un ministre va nous dire quand on est aliéné, mais quand on est amoureux, on est aliéné aussi. Je veux dire, et quelqu'un va nous dire qu'on ne doit pas être aliéné, il va décider pour ces dames qui disent on veut nous se prostituer, c'est peut-être un choix, peut-être qu'il y a des gens qui se sentiraient peut-être plus aliénées si elles étaient, je ne sais pas, femmes de ménage, ou je dis ça sans aucun mépris, il y a peut-être des métiers qui pour elles seraient plus aliénants. Je suis navrée, ça n'est ni à l'État, ni à vous, monsieur, de nous dire ce que doivent être les hommes et les femmes, de nous dire ça doit être comme ça. Vous avez, Anne-Cécile Maillefert, je suis sidérée par votre candeur, c'est-à-dire il doit y avoir, ça doit être le désir, c'est bien gentillet, on est tous à égalité, mais on dirait que je ne sais pas, je n'ai pas envie, moi, j'ai l'impression qu'on est en train de nous envie ce qui fait la vie. J'ai l'impression qu'on est. Alors, je voudrais simplement dire que. Terminé. Non mais, d'accord, mais attendez, je suis navrée, j'essaye quand même un peu d'aller sur le fond. Je suis, moi aussi, je dois faire un gros effort d'empathie, de mise à distance de ce que je suis, parce qu'on a tous un rapport, on pense tous quand même, ou beaucoup d'entre nous ont du mal à considérer que la sexualité, ce serait une activité, voilà, comme une autre, et que ce serait un commerce comme un autre. Je dois faire un gros effort. Je fais déjà un gros effort pour considérer que des gens peuvent penser tout ce que vous avez dit, monsieur. Je dois faire aussi un gros effort pour admettre que des gens, qu'on puisse acheter du sexe ou en vendre. Je dois faire un effort pour ça. Mais il me semble justement, pourquoi on s'est réclamé de ce manifeste? Bien sûr, ces dames disaient, et je pense qu'il faut les remercier, elles s'accusaient d'avoir commis un acte qui était un crime. Voilà. Mais pourquoi? Voilà. Non mais pourquoi elles demandaient une liberté. Vous voulez dire les 343 de pourquoi nous l'origine réclamons? contre Je refuse. On dirait qu'on a profané une église et que la mémoire du féminisme doit appartenir aux héritières estampillées qui Mais c'est nous parce que disent ce sont des hommes qui signent. Ils ne parlent pas de leur propre corps, ils parlent du corps des femmes. D'accord. Nous parlons de femmes qui consentent, monsieur. Voilà. Nous parlons, que vous le vouliez ou pas, vous ne pouvez pas vous mettre dans la tête de tout le monde, vous ne pouvez pas décider pour moi ce à quoi je vais consentir et ce qu'est ma liberté. Non, mais je peux mener un combat politique contre vos idées. Oui, vous pouvez, mais là vous ne menez pas un combat politique, vous menez en plus un combat moral, et vous nous regardez avec un mépris qui est absolument terrifiant depuis tout à l'heure. Vous avez regardé Pierre-Henri Tavouaillot, on aurait dit un monstre. J'aimerais avoir l'avis de Bruno Gassio qui mange ses mains depuis tout à l'heure et ça m'inquiète. Et je vous en prie. Une synthèse peut-être? Oui, voilà, synthèse. C'est-à-dire d'abord Synthétisons. pour le manifeste des 343 salauds, je trouve que c'est malvenu, c'est pas malin, voilà, c'est pas malin. On parle quand même. C'est presque un compliment à ce stade, hein, pas mal. Hein. C'est que le niveau sonore depuis 20 minutes est quand même assez fort. Si tu pouvais la fermer, Elisabeth. Parce que j'ai été montée avec un fort volume. Ben voilà. Voilà. C'est un peu ton problème. C'est ennuyeux. Donc, je trouve que c'est pas malin. Ça ressemble à un gag de potache. On dit, allez, si on le faisait, on a le droit d'aller aux putes. On s'adresse quand même à 80% de femmes à qui on pique leur passeport, qui sont dans la traite. Quand on fait un truc comme ça, on doit se poser la question, qu'est-ce que j'apporte de mieux? Qu'est-ce que j'apporterais de mieux pour ces femmes ou pour ces hommes qui vont voir des prostituées? Qu'est-ce que j'apporte de bien à l'humanité, au monde? Là, j'ai l'impression que ça sert juste à faire un bon coup pour vendre un journal qui est assez moyen de mon point de vue. Mais je vous remercie de cette appréciation. Vous avez jamais fait... Le niveau sonore, Isabelle. Vous avez... Excusez-moi, je suis navrée. Vous n'avez jamais fait de mauvaise blague. Quelle chance, vous êtes l'apôtre du bon goût. Je veux dire, non mais c'est formidable. Et en plus, vous parlez d'un texte que vous n'avez pas lu, car nous répétons dans ce texte... Non mais vous pouvez... Mais vous parlez d'un texte que vous n'avez pas lu. Qui termine. Il a terminé visiblement. Non, j'ai pas terminé. Pardon. J'ai pas terminé, mais c'est difficile de terminer quand il y a Elisabeth Lévy dans le secteur. Bien sûr. Donc, je trouve que c'est malvenu. On me demande mon avis, je le donne, le tien, on l'entend depuis un moment. Je trouve que c'est assez malvenu parce que ça n'apporte pas quelque chose de plus et de mieux.
les femmes qui ont signé et qui ont dit on veut notre corps est à nous, nous appartient, ont changé le monde. Vous n'allez pas changer le monde. Par contre, là où je vous rejoins, parce que je peux quand même vous rejoindre, c'est que penser qu'on va éradiquer la prostitution d'une façon ou d'une autre est assez illusoire. Voilà. Donc, j'ai l'impression qu'on ferait mieux de trouver un statut à ces femmes qui sont des prostituées. Je sais que c'est pas très beau, mais des femmes qui choisiraient de l'être en pleine conscience et qui diraient je veux une carte. Je vais payer des impôts et je serai travailleuse du sexe. Elle déciderait de le faire. Il y en a plein qui seraient forcés. Est-ce que c'est une liberté? Est-ce que c'est pas une liberté? C'est un débat. En attendant, ça réglerait le problème des hommes, ça réglerait le problème de l'argent, ça réglerait le problème de l'esclavage. Il y a un esclavage. Je pense que ça serait plus doux pour l'ensemble et ce serait un équilibre assez judicieux. Ça, pour moi, c'est un gag qui tourne mal. Bon, c'est rien du tout. Bruno Gachot s'insurgeant contre un gag, c'est quand même... Non, je dois dire. Ça fait causer quand même. Je constate que c'en est un. Voilà, je serai très brève, je n'ai pas toute cette énergie. Et je n'ai pas lu le manifeste, je n'ai pas lu votre article, madame, et je n'ai pas une réflexion poussée sur la question. Je trouve que l'intitulé de manifeste était maladroit. Ce n'était pas la chose la plus brillante à faire, mais moi, je n'ai pas de... je ne suis pas pour criminaliser les clientes prostituées, je ne suis pas pour criminaliser les prostituées elles-mêmes. Je crois qu'une société doit permettre que tout le monde ait accès à du plaisir sexuel. Il y a des gens qui ne sont pas doués pour les relations affectives, tous les clientes prostituées ne sont pas des gros pervers. Hein, voilà, il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens qui ont des besoins et qui doivent pouvoir y accéder. Je pense que tout le monde est contre la traite, l'esclavage, tout le monde est contre... Il y a de toute façon des lois contre ça. Voilà. Il y a déjà des lois, Protégeons les travailleurs du sexe. Et si nous sommes pour l'égalité, faisons que les femmes qui ont des besoins sexuels et qui sont seules puissent y accéder elles aussi, dans les mêmes conditions. Voilà, il n'y a pas de... ça ne va pas poser de gros problèmes, en tout cas. Je veux dire, puisqu'il y aura de la prostitution, et puisque quelquefois, même si ça choque certains, elle est consentie, encadrons le métier. Encadrons le métier. En fait, moi j'ai juste le malheur de ramener les choses à la réalité, c'est-à-dire oui, ce serait bien hypothétiquement que des femmes qui désirent, etc., et des hommes qui désirent, eh bien, échangent de l'argent et qu'il y ait des statuts, idéalement comme ça, et puis on se dit que voilà, ce serait un petit peu comme la drogue finalement, si jamais c'est légalisé, il y aurait moins de trafic, etc. En fait, malheureusement, il faut juste voir la réalité pratico-pratique, pragmatique de terrain qui se passe. Non, mais je vais vous donner un exemple tout simple. En Allemagne, il est possible pour les femmes qui le souhaitent d'avoir le statut de travailleuse du sexe. Il y a aujourd'hui en Allemagne 400 000 personnes prostituées. Il y en a 44 qui sont enregistrées comme travailleuses du sexe indépendantes. D'accord. Sur les 400 000. Sur les 400 000. Et dans les 400 000, de 400 000 parce qu'en France, officiellement, il y en a 20 000. C'est le chiffre officiel que donne le gouvernement allemand. Oui, parce qu'en France, officiellement, il y en a 20 000. Oui, et vous savez qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne? Étant donné que la prostitution a été légalisée, la prostitution a donc été encouragée. Puisque maintenant, c'est un business, il y a des pubs, il y a des offres spéciales, il y a des soldes sur les femmes, il y a des prix si vous venez en vélo, par exemple, parce qu'il y a des bordels développement durable. Sur les femmes, c'est sur les services qu'elles offrent quand même. Non, c'est sur les femmes. Donc voilà, donc est-ce qu'on veut aller vers cette solution? Comme tout marché, à partir du moment où c'est légal, il va falloir faire de la pub pour augmenter ses parts de marché, pour faire qu'il y ait de plus en plus de clients, avoir de plus en plus d'argent. Et donc, en fait, ça augmente énormément la traite. Et les deux pays dans lesquels il y a le plus de traite aujourd'hui, c'est l'Allemagne et la Hollande, les pays dans lesquels il y a le plus de prostitution, puisque traite et prostitution sont intimement liées. Et donc, c'est une jolie idée, mais le problème, c'est qu'en fait, ce n'est absolument pas la réalité de la vie. C'est une idée que vous avez, qu'un collectif de jeunes pour l'abolition de la prostitution a illustré dans un petit film dont vous faites partie des coproducteurs. D'ailleurs, il y a eu 8 associations qui l'ont coproduit, si je me souviens bien. On va regarder tout de suite un extrait. Il est diffusé sur Internet, évidemment.